Alors une première question de Van Nguyen pour Nicolas sur une protection qui a l'air d'être mise en œuvre sur les butons. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis des chocs ou est-ce que c'est par rapport Non, à c'était température? une protection calorifique. Donc les butons étaient dimensionnés pour reprendre le delta de température, l'effort lié au delta de température. En l'occurrence, pour Copenhague, on était à 22, il me semble, de l'ordre de 20 degrés. Et en plus, il y a eu une protection calorifique, mais comme on a pu le voir sur l'image, qui était un peu ecclésiastique. Donc, néanmoins, ça a quand même dû jouer parce qu'on voit que l'effort dans les butons varie assez peu en fonction des saisons par rapport à ce qu'on avait estimé. Une ou deux questions complémentaires, si il nous reste encore un peu de temps. J'ai cru voir là dans les choix des paramètres qu'il y a des valeurs de K0 dans les calcaires qui sont très forts, enfin qui sont proches de 1. C'est des valeurs qui vous étaient imposées ou c'est des choses qui Oui, ont été mesurées? D'accord. non, Est-ce que c'est une pratique? oui, ça a plutôt été euh, imposé et alors oui, là, c'est vrai que c'est marqué K0, mais c'était plus imposé sous une forme de K-min, dans le sens où, D'accord. pour les calculs de la structure en situation définitive, il y avait des poussées forfaitaires très proches de K0 à prendre en compte. Et on pouvait, le cas échéant, prendre des K0 un peu plus faibles si on aurait pu pendant les phases travaux. Mais ça n'a, le calcul poussait pas du tout. Donc au final, ça a surtout une influence pour la structure génie civil finale et non pas pour pour le soutènement. D'accord. Et du coup, pour le soutènement, donc ce que je retiens, une vraie particularité, c'est le fait d'installer les tirants dans les pieux non armés. Dans le calcul de la rigidité de l'écran, du coup, vous tenez compte d'une partie enfin, dans le produit EI là, du soutènement, vous ne considérez que les pieux secondaires ou est-ce que les pieux Alors primaires non armés sont aussi, contribuent aussi à non, la rigidité? pour la rigidité, on considère uniquement les pieux secondaires, comme on Mhm. l'a fait classiquement. C'est uniquement pour venir regarder localement la compression dans le béton au droit des têtes de tirant qu'on est venu vérifier qu'on les faisait travailler de manière qu'on n'allait pas, risquait pas de venir exploser tout le béton. Mais pour le soutènement et le comportement en flexion du soutènement, ils sont que les puits primaires c'est uniquement une barrière étanche qui vient entre deux pieux secondaires qui le travaillent. D'accord. D'accord. Martin, j'avais une Oui. question également. Oui. Du coup, sur Grand Paris notamment, et en France de façon plus générale, sur les grandes gares, on a souvent l'habitude de voir de la paroi moulée. Là, on est sur un soutènement en pied séquent. Qu'est-ce qui a porté ces choix-là? Alors, la volonté d'arriver très rapidement au fond de fouille. Faut voir quand même les stations à Copenhague, si vous avez eu l'occasion d'y aller, elles se ressemblent beaucoup. Donc, c'est toujours du pieux séquent, des tirants et ensuite un génie civil qu'on fait en remontant. Donc, c'est aussi ça s'incruste dans un contexte du savoir-faire ou de la volonté, je sais pas, donc locale de travailler avec un soutènement provisoire. Et il y a aussi la volonté, c'est plusieurs fois que je vois, de dissocier complètement le soutènement provisoire de la structure définitive. Ça fait plusieurs fois sur les projets au Danemark où il y a des clauses spécifiques. Par exemple, les pieux séquents, là, on ne travaille pas en En situation définitive. définitive. On pouvait pas. Il y avait des sujets d'uplift, on aurait souhaité venir accrocher notre radier, enfin, les faire travailler de manière diverse et variée. Et ça, c'est pas du tout dans même si ça peut être autorisé par les codes, c'est pas dans la pratique et c'est souvent interdit par les spécifications clients. Et donc, Si je peux rajouter, c'est que beaucoup de pays n'acceptent pas la paroi moulée comme ouvrage définitif. Donc, ça devient trop cher de faire de la paroi, sauf si on fait des formes de cacahuètes, où on fait, donc c'est beaucoup moins cher de faire des pieux séquents par rapport au coût.
Et donc, on a une membrane d'étanchéité qui entoure le génie civil. Tout à fait. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Ok, une question complémentaire toujours sur cette présentation. Sur le ferraillage des pieux sécants, est-ce qu'ils ont été adaptés par rapport à la méthode d'ancrage des tirants sans lierne? Oui, enfin, nécessairement. Alors, je dis ça, enfin, on a nécessairement des efforts importants au droit des tirants. Maintenant, est-ce que les efforts, on aurait ferraillé différemment si on avait eu des liens, pas... Pardon, moi je dis oui, mais je pense. Ouais, je réfléchis en même temps. Non, ce qui a vraiment été travaillé après, c'est aussi la forme, le recess, le travail qu'on a fait du pieu primaire, de la tête d'ancrage. Mais derrière, en gros, toute la connexion, les efforts passent par... c'est notre section de béton armé minimum qui vient pour la mise en place du mécanisme bielle-tirant qui a été, elle, dimensionnante, plus que les efforts et le ferraillage au droit. Et on aurait eu des efforts similaires, vu que même si on avait mis des lières, on n'aurait pas fait travailler les pieux primaires, on aurait eu les mêmes efforts au droit des pieux. Alors je dis peut-être une bêtise, mais c'est ce qui me vient en tête là. Donc sur le fil de questions, là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres sur votre présentation. Ensuite, pour Christophe Jassionas, Jean-Christophe Boucourt, Oui. sur les mécanismes de concours, Oui. si les études sont rémunérées et selon quelles règles, et si dans le cas où il y a des investigations qui sont faites par chaque candidat, est-ce qu'elles sont partagées ou est-ce qu'elles sont conservées en propre? Alors, j'ai pas de réponse totalement certaine sur la première question, parce que je suis arrivé sur le projet, donc le concours était terminé, je dirais. Mais a priori, je pense qu'elles ne sont pas rémunérées, ou alors entre les deux projets, ça a été c'est différent. Ce que je peux dire sur la deuxième partie de la question, c'est que en revanche, au final, celui qui a gagné le concours reçoit les informations des concurrents, enfin des sondages qui ont été réalisés. D'accord. Mais pas évidemment en cours de concours. Ceci dit, dans le tableau où j'ai présenté les reconnaissances réalisées en phase de concours, bon, effectivement, c'est très limité en général. Yeah. Sachant que les reconnaissances d'études préliminaires sont quand même assez bien fournies, quoi. C'est une question complémentaire. On voyait là sur une découpe que vous montriez pour la station de métro, qui avait une couverture qui semble vraiment très réduite par rapport à la taille de la Tout à fait. caverne. Il y a un endroit où la couverture fait à peine 10 mètres pour une ouverture qui fait 18 mètres de haut, je crois. D'accord. Et du coup, les dispositions constructives qui permettent de... Ça sera une voûte parapluie. Comme la question est intéressante parce que c'est justement la voûte parapluie est justement dans cette couche d'argile et de marne calcaire. Et d'où l'intérêt d'avoir une caractérisation et une stratigraphie très fine de cette couche dans cette partie-là de la station, qui ne concerne que la moitié, je dirais, est ou sud de la station. D'accord. Quand on compare effectivement des calculs faits, je dirais, sur l'ensemble de la station en valeurs caractéristiques, on tombe nécessairement sur des paramètres qui sont ceux de la phase argileuse, avec les règles statistiques de fractile qu'on prend habituellement. Mais ça change beaucoup quand on représente stratigraphiquement les niveaux calcaires. Donc les résultats des calculs en termes de tassement, notamment, sont fondamentalement différents. Et là, on est encore en phase amont, quoi. Vous n'avez pas commencé les travaux pour... Là, les travaux sont en cours, mais pas D'accord. au niveau du souterrain, quoi. Là, c'est plutôt travaux préparatoires. Il y a appui, hein, toutes les deux
Les deux prolongements souterrains qui font chacun 45 mètres de long sont réalisés à partir d'un puits. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions là, sur votre présentation. Enfin, peut-être une question générale qui pourra concerner l'ensemble des présentations. Mais en tout cas, pour Julien, question du coup de Laetitia, sur la différence de dimensionnement par rapport à nos approches, que donnerait l'application de nos approches, peut-être en termes de dimensionnement des fondations. Est-ce que... Oui, le gros sujet concerne les paramètres qui vont être considérés initialement. On ne peut pas forcément faire directement la comparaison parce qu'en l'occurrence, on avait peu de données au pénétromètre statique, par exemple, par rapport à ce qui est portance des ouvrages, parce qu'il y avait quelques horizons intermédiaires qui empêchaient, plus compacts, qui empêchaient de descendre le pénétromètre statique. On avait très peu d'essais pressiométriques, même si on avait quelques-uns que je n'ai pas évoqués étant donné le temps imparti. Mais il est vrai que le fait de se baser sur des essais ponctuels en laboratoire pose, au-delà des problèmes des sujets de coefficient de sécurité, pose le problème de la représentativité des paramètres qui sont mesurés ponctuellement et conduisent de ce fait à retenir au moment de l'établissement du modèle géotechnique un modèle qui est prudent et au regard de ce qu'on pourrait faire à partir du pressiomètre ou du pénétromètre, particulièrement prudent. Et c'est ça qui va faire qu'une fois qu'on injecte ça dans les méthodes, ces paramètres dans les méthodes de calcul, on a des dimensionnements qui semblent effectivement du côté de la sécurité, mais parce qu'il y a une difficulté à capturer la représentativité des paramètres mécaniques qui ont pu être mesurés. Encore une autre question pour toi, Julien, sur la méthode de contrôle des pieux, donc la méthode en température, là, est-ce qu'elle est utilisée pour la totalité des pieux de la partie centrale et en termes de différence de coût entre du sonique et du type, qu'est-ce que... Oui, alors effectivement, là, la fréquence est quand même bien plus faible que ce qu'on a l'habitude de voir en France, que là, l'idée est de tester un pieu sur 4, un pieu sur 6 à un pieu sur 4 par la méthode soit auscultation sonique, soit profil d'intégrité thermique. Voilà, et les prix qui sont annoncés, là avec un groupement constructeur dans lequel il y a une entreprise de pieux, sont les mêmes, même si on a du mal à comprendre pourquoi le TIP est aussi cher que les auscultations soniques, étant donné que ça nécessite quand même moins de matériel. Voilà. Mais après, bon, il y a des choix qui sont faits sur le nombre de lignes qui sont instrumentées par capteur thermique en fonction de la ligne, en fonction du diamètre de pieu. Voilà. Mais le prix affiché, en tout cas, est le même dans la pratique sur ce chantier. Puis encore une question d'Alain Lecoubi là sur les essais de pieux qui ont été réalisés, donc 1 sur 130. Est-ce qu'il y a des économies qui ont pu être effectuées? Alors, zéro économie, puisque ces essais sont réalisés en phase de production des pieux. Donc, les essais, les pieux testés sont réalisés en même temps que les pieux des ouvrages, parfois sont les pieux de l'ouvrage, et ne servent qu'à valider le dimensionnement des fondations. Et on pourrait se dire qu'à l'échelle du projet, on pourrait utiliser les résultats de l'essai réalisé sur le premier ouvrage pour valider les éléments sur les ouvrages suivants. Mais malheureusement, ça ne marche pas aussi simplement sur ce projet. Donc pas d'économie, zéro économie. Ça marche. Alors ensuite, on a une question qui est plus générale, donc qui peut concerner les 3 présentations de François Depardon sur les méthodes de conception qui, à l'étranger, semblent plus basées sur les paramètres de résistance de cisaillement CFI, qui sont obtenus donc, en labo, par rapport à notre habitude qui est d'utiliser plus des essais in situ. Et donc la question, c'est sur un avis global,
sur le sur- ou sous-dimensionnement qui en découle par rapport aux approches françaises. Pour ma part, ce que je peux dire sur effectivement les essais et les corrélations utilisées au Portugal, c'est que je pense que bon, on peut critiquer le pressiomètre, mais il donne des choses que aucun de ces essais ne donne sur la déformation. Donc en termes de travaux souterrains, c'est souvent un paramètre très important. Et je pense que globalement, les ingénieries locales ont une approche assez pessimiste sur les modules de déformation, qui sont effectivement issus principalement de corrélations avec les essais, soit des essais in situ qui donnent des résistances, soit par corrélation avec des essais de laboratoire. Mais ce qui est clair, c'est que les essais SPT dans le contexte de Lisbonne ne me paraissent pas très adaptés, puisqu'on est très rapidement au refus, vu la nature des terrains rencontrés. Effectivement, il y a une partie du sujet qui vient de, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir s'engager sur la représentativité des essais ponctuels qui mesurent la résistance au cisaillement, par exemple. Mais il y a aussi un autre point, c'est que la responsabilité n'est pas partagée, qui n'est pas technique cette fois-ci, la responsabilité qui n'est pas partagée de la même façon entre les différents acteurs du projet. Et donc pour le cas anglais en particulier, le maître d'œuvre porte la responsabilité du dimensionnement, donc il n'est pas intéressé, notamment, comme pourrait l'être une entreprise, par des optimisations en phase de concours. Et donc, ça change aussi drastiquement l'approche. Et puis aussi, comme il n'est pas entreprise, il n'a pas forcément accès à tous les éléments de détail de l'exécution, et donc ça le conduit également à garder un niveau de sécurité qui est plus important au travers de ce que nous avons pu voir sur le projet HS2. Et un des points pour ma part, pour le côté entre constructeurs, en bureau d'études constructeurs, les quelques fois où on a demandé à avoir des essais in situ, pressiométriques ou non, et ça a la plupart du temps servi à amener à une optimisation. Donc ça répond à la question dans le sens inverse, c'est que nous, les fois où on en a eu besoin, on l'a pu le demander dans des pays, par exemple au Danemark, alors pas sur le projet du métro, mais sur un autre projet, le projet du Femern, on a demandé des essais pressiométriques en amont, et ils nous ont permis, dans un second temps, d'appuyer, d'attester des choix de paramètres. Et c'est encore une fois pour les modules, comme le disait, au début. J'ai écrit. Donc, il me semble que vous avez fait le tour des questions.